Bonjour à tous, bienvenue dans la partie 1 d'Histoire économique et sociale de l'Europe. On commence avec la présentation. Ce sera un cours en 3 parties, qui ne seront pas toujours chronologiques. Cela se passera durant le long Moyen Âge, avec un passage à l'ère industrielle qui change la société. On a beaucoup d'évolutions, de changements et de ruptures. Ce n'est donc pas une période homogène. La première partie, cela en relation entre l'homme et la nature, avec un développement des sciences économiques, de l'idéologie et des oscillations de la nature. La deuxième partie sera statique. Elle repose sur les concepts de base de l'analyse économique, avec la demande et la répartition des richesses, le capital, l'organisation du travail, les formes et les facteurs de l'échange, mais il y a aussi la difficulté à mettre des chiffres et des processus sur ce qu'on étudie. La troisième partie sera une approche dynamique. On a des changements qui ont amené à une modernisation de la société. Et enfin, Carlo Cipolla est un grand historien qui a réussi à s'intéresser à énormément de choses. Il a fait de la micro-histoire tout en s'intéressant à des choses plus grandes. Donc il a refusé la segmentation en histoire économique et a fait preuve de surface et de profondeur dans ses investigations. Les travaux et les modalités. On a 36 heures, 17 chapitres et sous-chapitres, avec 18 séances. Il y a des dates, des noms propres, et attention, il faut connaître tous les théoriciens de l'économie, donc connaître des petites définitions qui permettent de les définir et de les remettre en contexte avec du vocabulaire d'histoire économique. On a un livre aussi, avec Vito Fumagalli, Les paysages de la peur. L'homme et la nature au Moyen Âge, à Bruxelles, aux éditions de l'Université de Bruxelles en 2009, avec la première édition italienne en 1989. 5 points sur 30 à l'examen correspondront aux noms et aux concepts pris au hasard qu'il faudra définir en 2 lignes. L'examen, lui, sera en réponse organisée avec un développement clair et un ordre logique. Les questions sur le livre. Le livre sera en lien avec les 8 premières séances. On a une possibilité de prendre le livre à l'examen et le professeur est disponible pour répondre aux questions, réexpliquer un cours, etc. Et maintenant, commençons avec l'introduction, le temps, l'espace et les systèmes en histoire. Les temps, les espaces et les points de vue de l'historien de Fernand Braudel, c'est un historien qui a travaillé sur les annales sur la Méditerranée et le premier à avoir entamé une réflexion épistémologique fondamentale sur les notions de temps et d'espace en histoire. Cela part de 3 déroulements du temps, le temps géographique, le temps social et le temps individuel. Pour le temps géographique, c'est un temps quasiment immobile. Il est fait de modifications qui apparaissent au départ comme insensibles, par exemple l'érosion. Il y a un type de temporalité, un moyen de découper l'enquête, la première partie, qui met en cause une histoire, est quasi immobile. Celle de l'homme dans ses rapports avec le milieu qui l'entoure, une histoire lente à couler, à se transformer, faite souvent de retours insistants, de cycles sans cesse recommencés. Je n'ai pas voulu négliger cette histoire-là, presque hors du temps, au contact des choses inanimées, ni me contenter, à son sujet, de ces traditionnelles introductions géographiques à l'histoire, inutilement placées au seuil de tant de livres, avec leurs paysages minéraux, leurs labours et leurs fleurs qu'on montre rapidement, et dont ensuite il n'est plus jamais question, comme si les fleurs ne revenaient pas avec chaque printemps, comme si les troupeaux s'arrêtaient dans leur déplacement, comme si les navires n'avaient pas à voguer sur une mer réelle qui change avec les saisons. Le temps social, c'est le temps des collectivités humaines et une histoire décrite par des témoins dans le monde dans lequel ils évoluent. Au-dessus de cette histoire immobile se distingue une histoire lentement rythmée. On dirait volontiers, si l'expression n'avait été détournée de son sens plein, une histoire sociale, celle des groupes et des groupements. Comment ces vagues de fond soulèvent-elles l'ensemble de la vie méditerranéenne? Voilà ce que je me suis demandé dans la seconde partie de mon livre, en étudiant successivement les économies, les États, les sociétés, les civilisations, en essayant enfin, pour mieux éclairer ma conception de l'histoire, de montrer comment toutes ces forces de profondeur sont à l'œuvre dans le domaine complexe de la guerre. Car la guerre, nous le savons, n'est pas un pur domaine de responsabilité individuelle. Le temps individuel, à l'échelle de l'individu. Troisième partie enfin, celle de l'histoire traditionnelle. Si l'on veut de l'histoire à la dimension non de l'homme mais de l'individu, l'histoire événementielle. Une agitation de surface, des vagues que les marées soulèvent sur leur puissant mouvement. Une histoire à oscillation brève, rapide, nerveuse. Ultra sensible par définition. Le moindre pas met en alerte tous ses instruments de mesure.
Mais telle qu'elle, de toutes c'est la plus passionnante, la plus riche en humanité, la plus dangereuse aussi. Méfions-nous de cette histoire brûlante encore, telle que les contemporains l'ont sentie, décrite, vécue, au rythme de leur vie, brève comme la nôtre. Elle a la dimension de leur colère, de leurs rêves et de leurs illusions. Une économie monde constitue un espace-temps qui est un espace articulé autour d'un pôle central. C'est un espace géographique centré sur un pôle représenté par une ville ou une région. Cet espace s'inscrit dans des limites temporelles et spatiales, à un moment donné de l'histoire. Elle est limitée en taille, par le temps de déplacement et donc par la technologie des transports et des communications. La notion actuelle de globalisation, donc de mondialisation, exprime l'idée que la planète elle-même est devenue un tout, en s'affranchissant notamment du temps et de la distance par la virtualisation. Dans une économie monde, on a un centre qui domine politiquement et économiquement et qui donc domine un espace intégré. Il existe des transferts de richesses et une division du travail coordonnée par ce pôle, allant de la périphérie à un centre qui domine politiquement et économiquement l'espace défini par son économie monde. Par exemple, l'Empire romain. C'est un empire qui pouvait être traversé de part en part en 60 jours, mais ce dernier nécessite une économie intégrée autour d'une grande ville, qui sera Rome. Cette économie monde va être divisée en deux car deux capitales, Rome et Constantinople. Autour des deux capitales, Rome et Constantinople, à partir de 324, les cités constituent le réseau d'une économie, ou plus exactement d'un État-monde centré autour de la Méditerranée, capable à la fois de concentrer et de répartir les subsistances, d'alimenter les masses urbaines, avec Hannon, qui est une administration chargée de l'approvisionnement des greniers publics, de la vente à bas prix ou de la distribution gratuite de vivres à la population romaine, distribuer aux citadins, et enfin d'approvisionner les garnisons des frontières. L'État romain était basé sur un réseau de 2000 cités, auxquelles était confiée l'extraction d'une partie importante du produit agricole par la collecte de l'impôt. Chaque cité de l'Empire, avec des différences de taille et de richesse considérables, est une image réduite de la ville, urbs Roma, ce qui donne une homogénéité impressionnante à toutes ces villes du point de vue urbanistique et social. Des édifices administratifs autour d'un forum, un théâtre et un amphithéâtre, des thermes et à partir du IVe siècle, une cathédrale. Partout aussi, la ville est le lieu de résidence principale de l'élite, des propriétaires fonciers auxquels reviennent le gouvernement de la cité et la responsabilité de la collecte de l'impôt. Voici le modèle de Case Hopkins que vous retrouverez à la page 3 de la synthèse. La demande est institutionnelle, elle exige de recevoir de l'argent et elle est au-dessus de tout. La capitale qui domine un espace secondaire lié à une tête, qui exige des choses, par la demande, avec une unification politique, économique et institutionnelle. Périodisation et démarche de l'historien. En fonction de la perspective que l'on aborde, le découpage est différent. La périodisation joue également le rôle d'un paradigme dans la démarche de l'historien. L'espace-temps choisi lui impose un questionnaire et un champ documentaire spécifique. Le découpage. Les découpages traditionnels, donc périodisation, Antiquité, Moyen-Âge et temps moderne, sont l'œuvre des historiens. Ce sont des conventions forgées dans la tradition européocentriste. Le découpage en époque présente le désavantage de postuler une certaine cohérence interne à la période donnée avec une évolution synchronique des sociétés. L'idée de passage et donc de changement profond d'une période à l'autre avec un changement par saut ou par révolution, et elle fonctionne par une lecture simpliste qui se base souvent sur les crises, la chute de l'Empire romain ou de Constantinople, la fin de l'Ancien Régime, pour ne citer que. C'est une lecture catastrophiste. Norbert Elias. La notion de transition devrait être comprise dans le sens d'un continuum évolutif, comme l'a proposé notamment le sociologue et historien d'origine allemande Norbert Elias. Prenons une société donnée, par exemple les Pays-Bas au XVe et au XXe. Ce qui unit les deux n'est pas tant un certain noyau essentiel qui demeurerait inchangé que la continuité des transformations à travers lesquelles la société du XXe siècle procède de celle du XVe, la continuité étant renforcée par le fait d'être remémorée. L'identité n'est pas tant celle d'une substance que celle de la continuité des transformations conduisant au stade suivant. Passons à l'histoire économique des sociétés pré-industrielles. On a un découpage au long cours.
C'est le fait de comprendre des dynamiques, parfois lentes, des phénomènes complexes qui ont été modelés de l'histoire européenne tout en traversant parfois les différentes périodes telles que l'Antiquité, le Moyen Âge ou encore l'époque moderne. Une histoire conduite ici au niveau du temps géographique et du temps social de Braudel. Cela étudie des espaces plus ou moins dilatés ou encore intégrés qu'on appelle économie-monde. Passons maintenant à l'introduction 2, l'économie comme système historique. 1. Le XVIIIe siècle, la naissance de la théorie classique. Alors que depuis l'Antiquité, des philosophes ont cherché à comprendre l'économie comme la gestion intérieure d'une maison ou d'une famille, le XVIIIe, lui, va se préoccuper de penser l'économie comme un système général dans lequel vit une collectivité plus large, une nation. Cette nouvelle manière de penser le monde s'incarne au travers de deux courants de pensée. Les physiocrates en France et Adam Smith en Grande-Bretagne. Dès la fin du siècle, leurs idées notamment de liberté des marchés et de l'organisation du travail seront traduites dans des mesures politiques. Cette réflexion économique prétend être traduite dans des politiques publiques par des mesures qui prétendent avoir un effet concret sur la vie des gens. Les physiocrates. François Quesnay, qui est un médecin mort en 1774. Il a fait le tableau économique en 1758. Voici un extrait. Le monde est gouverné par des lois physiques et morales qui sont immuables. Il appartient à l'homme, être intelligent et libre de les découvrir, de les observer ou de les violer pour son bien ou pour son mal. Le but assigné à l'exercice de ses forces intellectuelles et physiques, c'est l'appropriation de la matière à ses besoins qui lui permettent d'améliorer sa destinée. Mais il doit accomplir cette tâche conformément à l'idée du juste corrélative à l'idée d'utile. L'homme doit utiliser la nature qui l'entoure pour gouverner le monde, connaître les lois qui régissent la nature pour obtenir le bien. Les physiocrates veulent observer le monde, la nature qui nous entoure, et tirer une théorie de cette observation. Ils prétendent dégager des lois qui s'appliqueraient à des manières de gouverner l'économie. Mirabeau père, ce dernier a écrit un traité célèbre, L'Ami des hommes. Les physiocrates vont essayer de dégager scientifiquement les théories qui vont donner la prospérité à une nation en se basant sur la nature. La matérialité est le caractère fondamental de la richesse. L'utilité du travail doit être jugée par la matière produite. Les physiocrates utilisent la métaphore du corps humain. La richesse circule dans la société par l'échange marchand. La politique doit lever les entraves qui empêchent la liberté du commerce et de l'activité économique. Le cœur de ce système est l'agriculture. On a un grand parallèle entre médecine et économie. Le sang qui irrigue le corps est un parallèle à la richesse qui irrigue la société. Donc, la richesse doit circuler au maximum et tout ce qui entrave cette fameuse richesse sera considéré comme nuisible. Il faut supprimer ces entraves. C'est un exemple de contrainte de la société. Les taxes douanières, les corporations, qui est un système à l'opposé du laisser-faire, et les autorités urbaines ou princières qui vont interdire la circulation ou la revente de certains produits de première nécessité. Il y a une interdiction de stocker, une interdiction de hausse des prix, une interdiction d'exporter. Le marché alimentaire est très normatif. On a beaucoup de règles et une défense de vendre la nuit. Les physiocrates sont convaincus que ces barrières normatives sont des empêchements au bon fonctionnement de l'économie. S'il y a une famine ou des disettes, c'est parce que le système introduit la fraude et la malhonnêteté. Les barrières sont la source du problème, car si tout circulait harmonieusement, il y aurait perpétuellement des flux. Il faut donc lever les interdictions et les barrières de sorte que les marchés soient le mieux approvisionnés. Les idées des physiocrates sont mises en œuvre en France durant le ministère de Turgot par la suppression des droits sur la vente des grains en 1774, ainsi que des mesures qui seront prises contre les corporations en 1776. Toutefois, la politique de libéralisation de la circulation des grains ne parvient pas à empêcher la spéculation à la suite de la soudre difficile de 1774 à 1775. La cherté provoque des émeutes de la faim, qu'on appellera la guerre des farines. Parlons justement de la période de soudure des années 1774 à 1775. C'est un moment dans une année de récolte, la plus tendue, où on va vivre encore une fois la récolte de l'été précédent, où on n'a pas encore eu les récoltes des nouvelles moissons, avec les réserves qui commencent à s'épuiser, et une tension forte sur le marché céréalier. Si la récolte est mauvaise, on sait déjà qu'on va manquer de grains. C'est donc une période de stress économique à la fin juin, une période où les prix du grain sont au plus haut avant de redescendre avec la nouvelle récolte.
Quand les prix du grain vont s'envoler, on teste les idées des physiocrates pour voir si ça peut résoudre les problèmes. Mais les idées ne résolvent rien. Pendant la période de récolte, la crise céréalière se multiplie. Keynes, avec son tableau économique en 1759. Il y a une obsession de l'agriculture. Cela serait le seul secteur productif dans l'économie. On a des investissements productifs qui sont faits dans le secteur de l'agriculture, en plus des investissements non productifs faits dans le secteur industriel. La colonne sur les dépenses productives, en plus de la colonne sur les dépenses stériles. Il faut imaginer un propriétaire terrien qui va recevoir les revenus de sa terre et qui va investir 2000 dans l'économie. Il pourra investir 1000 dans des dépenses stériles, comme rémunérer des producteurs de biens artisanaux. Il réinvestira 1000 dans l'agriculture, et les premiers 1000 ne seront pas tout à fait inutiles car ceux qui auront profité de ces 1000 réinvestiront de l'argent dans le secteur agricole pour se nourrir. Il va y avoir une circulation entre les deux sphères, entre les deux secteurs, en diminuant. Laissez faire les hommes, laissez passer les marchandises, dira Marquis d'Argenson. Aux origines de la théorie économique classique d'Adam Smith. Adam Smith, mort en 1790, fait des recherches sur la nature, et c'est le fondateur de l'école classique. L'influence de son ouvrage Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations fut considérable. Le travail humain est l'origine de la richesse. L'enrichissement est le résultat des progrès de la division du travail. Par exemple, on a une entreprise qui produit le cuir, une autre qui s'occupe de l'assemblage, une autre qui va faire les lacets, etc. On a donc l'expertise dans la production d'un même geste, une division du travail entre des acteurs qui sont devenus experts dans leur domaine. La division du travail peut être faite en plusieurs secteurs. Elle permet des gains de productivité qui se traduisent par une baisse des coûts unitaires au final. On a un gain en argent et en efficacité. L'économie ne doit fonctionner que pour elle-même. Or avant, elle était canalisée par les besoins sociaux et les impératifs politiques. La vie économique tend à s'organiser et à se développer d'elle-même de la manière la plus heureuse sous l'action des intérêts individuels et des lois économiques. Auto-organisation de la sphère économique sans intervention de la politique. L'idée du développement constitue le thème central du livre de Smith. Il va générer quelque chose de neuf et de croissant. Le résultat du travail sera la constitution du capital. Et ce qui va pousser l'homme au travail et à l'épargne, ce sera l'intérêt privé. L'addition des intérêts privés ne débouche pas sur le désordre. Chaque individu est conduit par une main invisible à remplir une fin collective qui n'entre nullement dans ses intentions. Donc il va naître une forme de bien-être collectif et général. Cela va créer une relation équilibrée. Le résultat de tous les intérêts diverge et ça va être un intérêt collectif. On finit toujours par se conformer à une sorte d'équilibre général. Attention, cela reste très théorique. Adam Smith a donc dit « L'homme ne peut pas compter sur la seule bienveillance de ses semblables. Il sera bien plus sûr de réussir s'il adresse à leur intérêt personnel et s'il les persuade que leur propre avantage leur commande de faire ce qu'ils souhaitent d'eux. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. On ne s'adresse pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. » Ensuite, nous avons le principe d'équilibre qui assure la synergie des intérêts privés et qui sera le marché avec le jeu libre des prix. Le marché, dans sa fonction d'échange généralisé, permet que nous obtenions des autres la plupart des bons offices qui nous sont mutuellement nécessaires. C'est cette même disposition à trafiquer qui aura dans l'origine donné lieu à la division du travail, grâce à laquelle chaque bien ou service peut être produit par celui qui y excelle. Ça ne sert à rien de vouloir faire tout soi-même, être cordonnier, agriculteur, etc. Plus malin serait d'imaginer que chacun se spécialise dans un secteur d'activité. Et grâce au marché, la réunion de plusieurs protagonistes qui ont chacun des spécialités permettra de réduire le coût de réduction. On aura donc quelques agriculteurs bons dans leur domaine, etc. Et tout le monde a y gagné. Dans cette vision, l'ennemi, c'est l'État, surtout s'il ne garantit pas la sûreté du marché. Donc l'État, s'abstenant d'intervenir dans la vie économique, on aura les obstacles dressés par l'histoire et l'ignorance contre la liberté des individus disparaîtront et la nature humaine en quelque sorte désentravée amènera les individus, poussés par leur seul mobile de leur intérêt privé, à établir un système de concurrence parfaite, avantageux pour toute la communauté, dira Smith. Tout le monde va donc en bénéficier. C'est ce que Smith pense et il en a la conviction. L'accumulation du capital est le ressort du progrès.
L'économie produit chaque année plus qu'elle ne consomme. Le concept de système économique, d'après les classiques, c'est un marché qui est le point de rencontre entre la demande des ménages et l'offre des entreprises, les revenus qui permettent d'accéder au marché pour se procurer des biens, et les revenus qui se subdivisent en les salaires, qui sont du travail et qui permet à l'individu de se procurer des biens, les profits de l'entreprise qui servent à avoir investi dans les entreprises, l'intérêt du capital, avoir investi dans le capital, et la rente sur la terre, avoir investi dans la rente. Parlons de l'Ancien Régime et de modernité. La théorie classique se présente comme une idéologie globalisante capable de penser la totalité du monde à partir des concepts de la modernité et de la raison. Ça vient de Thomson. En Europe, les anciennes structures politiques et sociales sont reléguées au rang d'un ancien régime archaïque et dépassé. Le progrès économique doit transcender les particularismes et les intérêts nationaux. Le marché est mondial. L'économie morale qui régissait auparavant une partie des échanges, notamment des subsistances, est déconsidérée et rejetée par les politiques inspirées du libéralisme. L'économie doit être au service des individus. Dans certains cas, l'économie se révolte si elle n'a pas un accès minimal garanti à un certain nombre de produits de première nécessité. C'est la légitimité de la révolte selon Thomson. L'économie morale reste un sujet encore débattu aujourd'hui. Toutes les autres formes d'organisation sociale non européenne seront rejetées dans la catégorie du prémoderne et du non-rationnel. L'ordre universel des choses. Dès le début du XIXe, des critiques venus des USA et d'Allemagne contestent radicalement la vocation universaliste de la théorie classique et du libéralisme comme une idéologie conforme aux intérêts nationaux de l'Angleterre, la première puissance économique du monde à ce moment-là. Les penseurs qui s'inscrivent dans la lignée d'Adam Smith, dans la première moitié du XIXe, sont en général très critiques par rapport à ces idées. Le tournant vers l'hégémonie idéologique du paradigme libéral interviendra au tournant du XIXe et du XXe avec les néoclassiques. C'est l'école néoclassique à la charnière du XIXe et du XXe qui va assurer au libéralisme d'Adam Smith sa postérité actuelle tout en lui ajoutant 4 postulats. Les phénomènes économiques doivent être étudiés à l'aide des mêmes méthodes que les phénomènes. Les agents économiques sont rationnels et tout comportement économique peut être quantifié. Le marché confronte des consommateurs qui cherchent à maximiser l'utilité des biens, tandis que les entreprises cherchent à maximiser les profits. Les agents économiques agissent à partir d'une information pertinente et complète. L'idée que l'individu, à son échelle individuelle, agit de manière rationnelle, et ce, même dans l'économie. Le XIXe, l'économie politique et l'histoire économique. La critique nationale des idées d'Adam Smith. C'est la réunification de l'Allemagne, le siècle des nationalismes, l'essor des universités allemandes, et l'Allemagne qui va nourrir un grave ressentiment à l'opposition des concurrents de l'Allemagne qui ont réussi à répandre le pouvoir sur le monde beaucoup plus tôt qu'elle, notamment grâce au colonialisme, et l'unification allemande qui fait accéder l'Allemagne au rang de grande puissance. Cet essor économique et politique sera soutenu par un développement scientifique qui fait de l'université allemande un modèle pour le monde. Parmi les disciplines qui émergent comme sciences de la société, l'économie politique et l'histoire économique imposent la dimension nationale de l'économie ainsi que l'idée de développement historique à rebours des idées d'Adam Smith. List propose un système national d'économie politique. Wilhelm Roscher, le développement de l'histoire n'est pas linéaire. Et Hildebrand dit que tout est évolution. L'économie politique est la science des lois du développement historique des nations. On a donc un lien entre la culture, l'organisation sociale et la manière dont le marché est organisé. On ne peut pas tirer des règles intemporelles avec des valeurs universelles, mais plutôt il faut réfléchir à la manière dont l'une et l'autre sont liées. On va proposer une théorie économique qui serait le résultat d'une série de développements. Friedrich List. Il sera le premier à réagir à l'universalisme des théories d'Adam Smith et aux dogmes scientifiques du libre-échange, en dénonçant leur caractère abstrait qui les situe en dehors de l'histoire et de la géographie. C'est un partisan de l'équipement et de l'industrialisation de l'Allemagne. Il va regarder les contrastes entre l'Allemagne et les autres pays. Et si on joue le jeu de Smith, on a un trop grand retard dans les infrastructures. Si on ne les développe pas, notamment le chemin de fer, on est cuit. Cela prône un protectionnisme économique. Il va aussi dénoncer le caractère arbitraire des théories de Smith. Le libre-échange, c'est quelque chose de complètement abstrait et en dehors de l'espace et du temps. La théorie classique prétend formuler des lois et dicter des règles qui soient valables à la fois pour tous les temps et pour tous les pays.
Mais elle ne fait en réalité que donner pour telles les normes qui répondent aux intérêts présents de l'Angleterre. Ces idées expriment bien les orientations générales de la pensée économique allemande, qui est à l'origine et jusqu'à nos jours du capitalisme rénant. C'est une tendance sociale et interventionniste avec une large conception de l'économie politique comme science du groupe social et de l'État dans le cadre national. Bruno Hildebrand. Celui-ci s'attaque de front à la doctrine anglaise. Il lui reproche non seulement son caractère ahistorique, mais également son immoralisme. On a donc deux critiques sur l'économie de Smith. Elle est immorale et en plus elle manque de perspective et de profondeur historique. Pour Hildebrand, il n'existe pas de loi économique absolument vraie, universellement et perpétuellement valable. Tout est évolution. L'économie politique est la science des lois du développement historique des nations. D'une manière générale, les historiens allemands favorisent l'idée de systèmes économiques qui vont représenter l'état d'une société dans un lieu et à un moment donné. L'économie politique ne peut pas être dans le même temps et dans le même espace. Une société doit donc passer par plusieurs stades successifs pour arriver à l'économie capitaliste. Il reproche à Smith une vision qui met l'Angleterre au premier plan et c'est une critique nationaliste. Et on a tout autant une critique sur l'universalité du modèle smithien. C'est un regard vers le passé, un reproche de ne pas tenir compte des différences culturelles qui peuvent exister entre les différentes sociétés. En Allemagne, on va faire une lecture pour mettre des paliers, des stades dans l'économie des différentes sociétés. Les idées de développement et de systèmes économiques aboutissent à une vision darwinienne du développement des sociétés par étapes successives, la Stufentheorie, qui aboutit au système capitaliste du 19e. L'économie naturelle ou économie de subsistance, Eigenwirtschaft, économie autarcique avec peu de recours à la monnaie ou à l'échange, sera dominée par l'idéal de l'autosuffisance avec peu de commerce et peu de monnaie. L'économie monétaire ou urbaine, dans laquelle l'apparition d'un surproduit permet un premier accroissement de l'activité économique. L'accélération de l'étape précédente, l'économie de crédit à l'époque moderne avec la naissance du capitalisme financier et marchand. Et enfin, l'économie industrielle avec l'essor du capitalisme industriel, une sorte de mondialisation qui serait la dernière étape. Ces étapes constituent autant de systèmes économiques définis à partir d'un certain nombre de critères d'importance variable. Par exemple, le concept de mode de production, forgé à partir d'idées formulées par Karl Marx, est basé sur la combinaison de deux critères, l'état de développement des forces productives et la nature des rapports de production. Dans les deux cas, il y a l'idée qu'il y a plusieurs facteurs spécifiques qui appartiennent à une époque. Il faut identifier dans le temps et dans l'espace à quel temps on est. Le modèle smithien classique ne prend pas en compte les différences culturelles qui font les différences entre les sociétés.